la criminalité, et en l'occurrence plus particulièrement les serial killers. Et on avait essayé de mettre en évidence, alors j'avais choisi des criminels qui avaient le même statut, c'était tous des serial killers, donc ils avaient des traits de personnalité, des traits de caractère communs. Chose qu'on a pu observer dans les différents thèmes qui étaient visibles sur l'écran. Voilà. J'avais basé mon étude sur une étude sur la criminalité et j'avais essayé de lister les motivations principales qui poussent un criminel à agir. Et puis j'avais aussi listé également, donc il y avait 15 points, il y avait 15 points à peu près, j'avais listé les mécanismes psychologiques qui poussent également un individu à commettre un crime, un meurtre plus exactement. Voilà. Donc je reprendrai ce point-là, ce que vous n'avez pas entendu, et puis c'était il y a un an, donc il faut se rafraîchir un peu la mémoire, essayer bien de se remémorer un petit peu l'ensemble des mécanismes qui poussent un individu à agir de la sorte. Voilà. Et ce soir c'est un petit peu différent, j'ai pas choisi forcément, j'ai pas fait le choix des serial killers. Stéphane Moitoiré a commis un crime et comme il a été arrêté, on ne sait pas s'il aurait pu devenir un serial killer. Voilà. C'est le meurtre du petit Valentin. Voilà, c'est le meurtre du petit Valentin. Quant à Romain Dupuis, ben, lui également il a été arrêté, donc on ne sait pas s'il aurait commis d'autres crimes. Peut-être, vu l'état psychologique dans lequel il était. En ce qui concerne Romain Dupuis, j'ai trouvé peu de choses, mais j'ai pu écouter sur Internet, sur YouTube, une interview d'une trentaine de minutes de sa mère. Donc, sa mère a été interviewée, et donc j'ai fait un petit résumé de ce que j'ai pu entendre lors de cette interview. Voilà. En ce qui concerne Patrice Allègre, donc Patrice Allègre, il a sévi du côté de Toulouse, dans les années, à la fin des années, oui, au milieu des années 90. Et ça fait écho au maire de l'époque, c'était Dominique Baudis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire. On l'avait plus ou moins associé à des frasques sexuelles. Voilà. Donc il avait déposé plainte et puis... mais bon, voilà. C'est pas si ancien, ça. Comment? C'est pas ancien, ça. Je sais pas. Il y a quelques années, c'est passé. Ah bah ça date de 97, à peu près. Donc ça fait une quinzaine d'années quand même, l'affaire. À peu près. Voilà. Si tu me permets, oui, je t'en prie. Dominique Baudis, c'était donc le maire de Toulouse. Sa carrière a été extrêmement compromise par cette affaire presque diffamatoire. Il y a eu une lutte contre lui. Il a donc tiré bénéfice de ça puisque c'est tombé à l'eau. Et il est devenu, c'est ce que je voulais dire, président. Défenseur des droits. Oui, mais il est devenu aussi président de la Société de l'audiovisuel et de contrôle de l'audiovisuel depuis. Ah et oui. c'est donc Le CSA. Le CSA. Et c'est donc depuis très longtemps le président, ça a été très longtemps le président du CSA. Voilà. Mais bon, on ne fera pas le thème de Dominique Baudis ce soir. Alors, l'approche va être un petit peu différente de l'approche que j'avais eue l'année dernière, parce que j'ai, donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis un intrus parmi tous ces meurtriers. C'est le thème de grand chirurgien. Voilà. Donc, quel rapport entre un chirurgien et un meurtrier? Eh bien, il y a quand même quelque chose qui les relie, c'est qu'ils interviennent sur le corps humain. Le chirurgien intervient avec des instruments adaptés, et le meurtrier, lui, intervient avec différentes armes contondantes, armes à feu, voilà. Sauf que l'objectif n'est pas le même. L'objectif du meurtrier, c'est éventuellement de tuer, ou de tuer pour arriver à un objectif. Alors que le chirurgien,
il va porter atteinte à l'intégrité physique du corps pour un objectif plus constructif, puisque c'est pour le bien-être de la personne qui l'opère. Voilà. Donc les motivations sont sans doute légèrement différentes, mais il y a quand même le coup porté sur le corps, et on verra à travers le thème que toute cette agressivité est quand même visible dans ce thème-là. Voilà. Puis j'avais regardé d'autres thèmes de chirurgiens, et on retrouve toujours des tensions particulières, un rapport à la mort un peu particulier, qui fait qu'ils ont une motivation, la motivation de prolonger quelque part la vie, parce qu'ils sont animés par une angoisse de mort. Voilà. Et on verra dans le thème du chirurgien, si vous le regardez, il y a quand même un soleil qui arrive du temps, qui est quand même bien angulaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un individu va porter le coup, et qu'est-ce qui fait qu'un autre individu va, comme ce chirurgien, donc Charles Dubost, va, comment dirais-je, sublimer, va dépasser cette problématique et plutôt agir dans le sens d'une construction. Alors j'ai réfléchi un peu sur le sujet, et donc je vais vous lire un petit peu ce que j'en ai retiré. Si le mal, donc c'est une approche un peu scientifique, hein, si le mal est une démarche qui conduit à une destruction, le bien est la démarche inverse. Ça, c'est le postulat de base. Or, dans toute manifestation, quelle qu'elle soit, par le processus même d'évolution inhérente à toute chose, l'étape de destruction existe en permanence, même dans une phase de construction. De fait, si le bien a pour finalité d'édifier, de bâtir, malgré ce processus de dégradation inhérent à tout processus d'évolution, comme je viens de le mentionner, le mal ne serait-il pas de se conformer à ce processus de dégradation jusqu'au délitement ultime? Le fait de faire le bien, donc je pose des questions, ne serait-ce pas, dans une certaine mesure, un moyen de vouloir contrer ce processus naturel de destruction lié à ce principe de transformation perpétuelle? Est-ce que finalement, donner du sens à la vie, c'est pas finalement finalement la vie, ça revient à survivre, c'est-à-dire à contrer cette espèce de délitement naturel qui fait que tout est amené à disparaître, à se déliter et à disparaître complètement. Voilà. Alors, c'est bien là que la phrase « un mal pour un bien » prend tout son sens. C'est-à-dire que, finalement, dans le processus de vie, le mal est nécessaire. Alors, quand on a dit ça, il faut faire attention, parce que, finalement, tout ce qu'on pourrait être amené à faire pourrait se justifier par le fait qu'on considère que le mal est... voilà. C'est pour ça que l'approche scientifique, elle a des limites. Et à un moment donné, il faut faire intervenir il faut faire intervenir d'autres choses, à savoir une pensée philosophique, religieuse, enfin un lien avec les sciences humaines. Voilà. Donc la démarche scientifique, de toute façon, elle a, je considère, elle a toujours des limites. Voilà. Après, je fais une digression, parce qu'à un moment donné, il faut bien se rapprocher sur la thématique de ce soir. Il est bien plus facile de céder à une tendance agressive stimulée par son inconscient et son environnement que de la contrer en prenant sur soi. Tout ce qui est de nature inconsciente échappe à notre conscience et peut provoquer des réactions émotionnelles plus ou moins intenses. Tout est dans le rapport entre nos potentialités et l'environnement dans lequel on évolue. Par conséquent, la sublimation d'un thème est conditionnée à la possibilité que donne le thème et ce que se donne le possesseur du thème, avec sa volonté, en conscience, pour dépasser une problématique qui est de nature à engendrer des situations destructrices pour lui-même et la société. Donc j'ai voulu porter cette réflexion pour faire comprendre, pour essayer de faire comprendre ce qu'était
la sublimation, est-ce qu'elle est impliquée, finalement. Donc c'est une histoire de volonté, c'est ça? C'est une histoire de conscience et de volonté. C'est pour ça que la pulsion, quand on parle de pulsion de vie, je suis un peu ennuyé, parce que c'est pas une pulsion, parce que la pulsion, c'est pas de l'ordre, ça se situe pas au niveau du conscient, ça se situe au niveau de l'inconscient. Donc la pulsion de vie, ça se discute, moi je dis. Voilà. Ça ne fait pas une pulsion de mort, enfin je pense que c'est lié. Mais c'est lié, mais oui, parce que de toute façon, ça rentre dans le processus de vie, c'est ce que je disais, c'est indissociable de toute façon. Voilà. Donc on est, la vie finalement, c'est une modalité de survie quelque part. C'est ce qui fait que sinon tout serait en déliquescence. Mais par contre, on peut avoir conscience d'un dysfonctionnement Oui. sans être capable d'avoir une volonté pour le transformer. Oui. Ben oui, parce que ça dépend justement de l'étendue de ces pulsions. Ouais. Ça dépend. En astrologie, je crois que la sublimation, Comme tu le dis, c'est solaire. elle peut se faire que dans le cadre d'abord d'un mois fort et d'un beau soleil. Voilà. D'un beau soleil ou d'un soleil. Ou d'un Saturne. Et puis d'un Saturne aussi, parce qu'il faut... Saturne. Il faut que les deux surmois, le surmoi saturnien, le surmoi idéal du mois, surtout l'idéal du mois, Voilà. c'est là où l'idéal du mois, le soleil intervient dans la sublimation, alors Voilà. ça intervient peut-être pas dans le reste. Voilà, parce que nous verrons dans le thème, en l'occurrence de Patrice Allègre, il a un soleil angulaire à l'ascendant. Voilà. Et pour le coup, la sublimation, elle n'a pas opéré. Ah oui, il est carré. Mais il est carré. Mais il est carré, mais Uranus plutôt. pour Dubost également. Il a un soleil carré. Ah oui, il a beau être à l'ascendant. Ouais. Il est d'accord Mais avec, bon. avec le ça, il est d'accord avec Pluton et Uranus. Hein. Voilà, Voilà. Alors, c'est ce que j'allais dire. Le mois, il est sur les Oui. Alors, je vais reprendre ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc je vais vous énumérer l'ensemble des motivations qui poussent un criminel à agir, et puis également les mécanismes psychologiques qui peuvent les pousser à agir. Alors le premier, alors c'est pas dans un ordre d'importance, hein, je les énumère au fur et à mesure. Problème relationnel dans sa relation à l'autre, qui peut trouver son origine dans un contexte familial ou social défavorable à une saine communication. Deuxième point, une boulimie provoquant chez lui des envies irrésistibles de perpétuer son crime. Méthodologie anarchique. On dit que c'est un tueur compulsif dont le besoin de tuer ne cesse malgré ses meurtres. Tu parles de Patrice Allègre, là? Non, là je parle j'énumère l'ensemble des points Ah d'accord. qui peuvent rentrer dans l'équation du tueur. Voilà. Parce que après, quand on va aborder les thèmes, ça peut faire écho avec le symbolisme planétaire. Voilà. Troisième point, un manque d'empathie vis-à-vis d'autrui, lié à une incapacité à ressentir la souffrance de l'autre, la cause, une faculté émotionnelle et sensibilité altérée, parfois un narcissisme qui confine à l'égocentrisme. Quatrième point, l'absence de culpabilité, c'est-à-dire l'incapacité de porter un jugement sur ses propres actes. La cause, un manque de sensibilité ou sensibilité fortement brouillée et difficilement accessible. Là, peut-être la notion de Neptune qui apparaît. Un passage de l'enfance à l'adulte altéré. L'absence de culpabilité propre à l'enfance qui continue à l'âge adulte et l'absence de prise de confiance. Cinquième point, la paranoïa, qui est un mécanisme de défense, mu par la peur inconsciente de l'autre. Les mécanismes de la peur tels que un traumatisme antérieur lié à des agressions morales ou physiques ou à des situations accidentelles peuvent développer un sentiment d'insécurité vis-à-vis d'un monde extérieur et une possible paranoïa. Sixième point, un appétit féroce ou un désir d'appropriation intense qui fait considérer toute chose comme une proie potentielle. La cause, par des pulsions ou par un manque antérieur de quelque chose, ou les deux conjugués du reste, qui provoque l'effet inverse. Un déséquilibre engendre un déséquilibre contraire, hein, l'effet de balancier. Donc ça va bien pour Romain Dupuis, qui est une balance. Septième point, des indicateurs de primarité. Donc là on fait plus référence aux Gémeaux, Bélier,
hein, les deux signes qui sont rattachés à la primarité. Donc des indicateurs de primarité qui ne permettent pas toujours à l'individu de prendre conscience de ses actes. La cause, un mental faible, mais hyperactif. Un psychisme perturbé et envahissant le champ de conscience. 8e point, de l'agressivité. La cause, hostilité envers autrui. Une affirmation de soi outrancière. La possession des frustrations qui génèrent des tensions dans un tel contexte. 9e point. Et l'équation peut être complexe. Hein. Une capacité à agir d'une manière agressive et non contrôlée. Combien d'individus ont des envies de meurtre et ne passent jamais à l'action? Heureusement Tout le d'ailleurs. monde, on a tous des envies de meurtre. Voilà. Heureusement que les équations qui font agir sont complexes finalement, parce que si elles étaient simples, Ben il y aurait peut-être beaucoup plus de meurtres que ça. Alors le complexe spectaculaire dont on parle très souvent, et qu'on retrouve, 9 fois sur 10 chez les meurtriers, hein. Une relation Soleil-Jupiter, systématique. Voilà. Donc, alors la cause, un ego hypertrophié qui engendre un besoin de reconnaissance pouvant être démesuré avec l'usage de moyens qui sortiront du cadre légal. Donc il y a le côté transgressif aussi, hein, on aborde plus loin. Complexe du surhomme qui se considère comme indestructible et pouvant relever tous les défis. Au fur et à mesure de ces délits, la confiance se renforce au détriment ou en compensation d'un sentiment d'insécurité majeur dont il est doté depuis l'enfance. L'effet est toujours l'effet de balancier. 12e point, un environnement propice à l'émergence de tels actes, difficultés matérielles, relationnelles, et puis éventuellement sous influence néfaste. Donc c'est l'environnement de l'individu qui va faire qu'il va devenir ce qu'il est en réalité. Hein, c'est la mise en situation qui révèle le thème. 13e point, on arrive presque à la fin. L'individu évolue dans un climat mortifère. Voilà, donc ça peut aussi ça peut jouer en ce sens. Et puis 14e point, capacité à transgresser les règles établies par la société. Voilà. Les gens qui voudraient en découdre, et puis finalement, ils ne vont jamais plus loin parce que la loi est la loi. Voilà. Et heureusement que finalement la loi existe, parce que sinon, une certaine loi. Ah oui, mais c'est de celle-là dont je parle. Voilà un petit peu le... Alors, j'ai essayé de définir, ça c'est le profil du criminel, enfin du meurtrier, et puis j'ai essayé de définir un petit peu le profil du chirurgien. Alors, donc le chirurgien est un médecin qui est en capacité, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir intervenir sur des tissus ou des organes par incision ou suture, grâce à différentes techniques chirurgicales. La finalité de l'acte est de prodiguer des soins en faveur des patients dont l'intégrité physique est altérée. Le chirurgien s'inscrit donc dans une démarche contraire, puisque c'est une démarche de reconstruction, même si parfois cela passe par des actes de mutilation, ceci dans le but de satisfaire l'intégrité physique globale du patient. Donc, son geste est marqué par la précision, l'assurance, et puis par la préméditation aussi. Il prémédite son acte, il pense l'acte. Et on verra penser l'acte. Dans le thème de Charles Dubost, c'est marqué dans le thème. Il pense l'acte. Voilà. Donc l'enjeu est dans certains cas de sauver la vie. Oui, parce que la chirurgie ne fait pas que sauver la vie. Le chirurgien dentiste, voilà, l'enjeu n'est pas tout à fait le même. Mais parfois, donc, il est de sauver la vie. Il est donc doté du pouvoir de vie ou de mort. Tout au moins en prolongeant la vie. Donc il est conscient de ce pouvoir qu'il a. Hein. Il est peut-être fasciné par ça d'ailleurs, par ce pouvoir de donner la vie. Voilà. Alors, préserver la vie. oui, de continuer la vie, de la préserver. Oui, mais moi je me mets à la place de celui qui a ce pouvoir de vie et de mort, quelque part. Là, je rentrais un peu dans le personnage du chirurgien qui peut avoir ce sentiment qu'il va donner la vie. Il y a un point commun Ouais. possible Oui. entre le chirurgien et le meurtrier, c'est le complexe du sérum. Oui. Parce qu'on peut le trouver chez les deux. Absolument.
Tout à fait. Voilà, après, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut se demander si le chirurgien n'est pas préoccupé par des questions liées à la mort. Angoisse de mort. On verra dans le thème de Dubost, c'est assez éloquent. Alors, premier thème que nous allons aborder, je vais vous lire une petite bio de Romain Dupuis. Je me suis inspiré pour ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'interview de sa mère. Alors, nous sommes le samedi 29 janvier 2005. La nuit est tombée sur la ville de Pau. Un individu interpellé pour un contrôle d'identité brandit une arme en direction de 3 policiers. Donc il n'y a pas de lien encore avec l'affaire. Il tirera une fois, mais l'arme enrayée ne lui permet pas de porter un coup fatal. Donc il a failli tuer 3 policiers ce soir-là. Après une course-poursuite, il est arrêté. Placé en garde à vue pour cette agression envers les policiers. Voilà, ça c'est un premier point. Et parallèlement à cela, 2 crimes atroces sont perpétrés dans un hôpital psychiatrique. Je ne vous parle pas des détails, je pense que vous vous souvenez de l'affaire. Vous vous souvenez de l'affaire? Il a décapité les 2 infirmières. Voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas trop m'étendre sur cet aspect des choses. Dans le cadre de l'enquête contre l'agression des policiers, une perquisition est ordonnée à son domicile. Aucun lien encore avec les infirmières qui ont été tuées. Ils vont faire plusieurs découvertes, dont l'une montre l'existence de courriers évoquant le fait qu'il a fait plusieurs séjours dans un hôpital psychiatrique. Le lien avec l'affaire du meurtre du 17 décembre est fait. Il raconte être rentré dans une période où il se sent persécuté, en rupture avec des proches. Donc ça, c'est sa mère qui témoigne. Il est pris par l'envie de se venger. Il se saisit d'un couteau et se dirige en direction de l'hôpital psychiatrique et décapite 2 infirmières. Son passé médical est éloquent. Dès son enfance, il est considéré comme étant un schizophrène, illustré par différentes crises. Quelques mois avant son délit, il est pris d'une crise majeure. Il fait un court séjour à l'hôpital, puis il est relâché. Le médecin lui prescrit des médicaments qu'il ne prendra pas. D'ailleurs, il ne prendra jamais ces médicaments. Il est dans le déni de sa maladie, en fait. Voilà. Sa mère, Marie-Claire Dupuis, aurait fait beaucoup pour que son fils soit ultérieurement pris en charge par le corps médical, mais en vain. Il disait à sa mère qu'il entendait des voix qui lui intimaient l'ordre de faire certains actes. Il dormait avec un sabre pour se protéger d'être imaginaire, menaçant. Vous voyez un peu dans quel état d'esprit il était. Vous verrez que son thème était éloquent également. Il avait dans sa chambre la photo de son amour d'enfance sur laquelle il avait punaisé les yeux. Le visage de son frère sur la photo était brûlé. Étant dans le déni de sa maladie, il ne prend jamais ses médicaments. Le jour où le crime est commis, il revient chez ses parents. Il est imperturbable, sans réaction aucune. Un psychiatre dira, avant le double meurtre à sa mère, « Laissons-le s'enfoncer pour le récupérer ». Donc effectivement, il a laissé s'enfoncer, et ce sont les flics qui l'ont récupéré. Voilà. Voilà pour le thème de Romain Dupuis, que je vous invite à regarder. Alors, il est particulièrement intéressant, son thème. Donc déjà, il est ascendant Capricorne. Le maître du Capricorne, c'est Saturne, et Saturne est en signe fixe, le Scorpion. Donc ça fait quelqu'un, donc Saturne c'est une planète, ça peut être une planète d'isolement, c'est peut-être une planète qui fait référence, comment dirais-je, j'ai oublié le mot, c'est une planète rétractée, au contraire de Jupiter, qui elle est une planète de... Comment ? Introversion ? L'introversion. Oui, voilà, c'est une planète d'introversion, alors que Jupiter est plutôt une planète d'extraversion. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Jupiter est en chute dans le signe du Capricorne, puisqu'il n'est pas à l'aise dans un signe dont le maître est Saturne, planète de rétraction. Donc,
alors, c'est pas parce qu'on a un ascendant Capricorne qu'on est fermé au monde qui nous entoure, mais il a son Saturne dans le signe du Scorpion, donc c'est un signe fixe, sans doute que ça confine à une certaine intransigeance. Ça, c'est un premier point. Et en plus, Saturne s'identifie à Pluton. Qui en plus est derrière. Et en plus, alors, il est derrière d'une part, mais en plus, il est associé à la sphère consciente, sa conscience. Tout ça est mêlé, et puis en plus, le mental par-dessus le marché, puisque Mercure en fait partie également. Voilà. Donc, ce que l'on peut noter, c'est le côté c'est le côté mortifère du thème. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que il a la maison 9 qui est particulièrement occupée. Et puis également, il a 2 planètes, donc puisqu'il a 4 planètes, et il a 2 planètes dans le signe du Sagittaire, qui est le 9e signe. Alors, la maison 9, qu'est-ce que c'est la maison 9? La maison 9, c'est en rapport, ça peut être en rapport avec l'étranger, ça peut être en rapport avec l'enseignement, ça peut être en rapport donc avec les grands voyages, mais c'est aussi en rapport avec les grands idéaux. C'est-à-dire que la maison 9, c'est une maison qui est grande ouverte au monde qui nous entoure, finalement. C'est un peu ça. Et lui, pour le coup, il est bien focalisé sur cette maison 9, ce qui le rend perméable, sans doute, à des choses qui lui sont extérieures, hein, puisqu'il est très maison 9. C'est renforcé d'autant plus qu'il a encore 2 planètes dans le signe du Sagittaire. Donc on peut faire la relation entre les planètes qui sont occupées, qui sont positionnées dans le Sagittaire, et les planètes qui sont dans la maison 9. Voilà. Alors, Jupiter, Uranus, dans le Sagittaire, c'est, en ce qui me concerne, je considère que c'est une configuration qui incite à la transgression. Pourquoi? Parce que Jupiter représente un certain ordre, la loi, et que Uranus est associé à Jupiter. Donc, quelque part, Uranus fait un bras d'honneur à la loi. Voilà. Voilà. Et en plus, ça le touche personnellement parce que c'est carré à Vénus-Mars. Vénus-Mars, c'est une conjonction de passion. Hein. Il n'y a pas plus passionnel que la rencontre de Vénus avec Mars. Voilà, c'est un désir, c'est un désir d'appropriation absolument manifeste, en lien avec cette configuration Jupiter-Uranus transgressive. En plus, tout ça en partant de la 8, c'est-à-dire qu'on a Vénus-Mars en maison 8. Donc le côté mortifère du thème est quand même assez éloquent. Voilà. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un an, il y a des configurations qui ressortaient sur l'ensemble des thèmes. Un meurtrier est un prédateur. Et un prédateur, il est marqué par le désir de s'approprier quelque chose de l'autre. Voilà. Éventuellement la vie. Et il s'approprie. Et on observait dans le thème donc, de ces meurtriers une relation particulière, conflictuelle surtout, entre Mars et Jupiter. Et là, on a Mars, Vénus au carré de Jupiter. Voilà. Et Jupiter est maître de 12 et Mars est en 8. Voilà. Et on a Vénus-Mars en 8. Donc, qu'est-ce qu'on voyait dans ces différents thèmes? Premièrement, on voyait un complexe spectaculaire, donc ce qui peut donner l'envie de faire quelque chose d'absolument extraordinaire, visible de l'extérieur, une appétence particulière, donc le désir d'appropriation, et puis troisièmement, un contexte particulièrement mortifère. Voilà un petit peu on va dire les critères majeurs que l'on retrouve dans l'équation du meurtrier. Hein, donc on retrouve
on retrouve ce Mars carré Jupiter, ce Soleil qui est au semi-carré de Jupiter également. Donc il y a aussi ce côté, cette dimension envie de faire quelque chose qui soit marquant, visible. Voilà. Voilà. Et alors, il y a aussi le Neptune qui se lève au moment de la naissance. Alors même si Neptune n'est pas en maison 1, on a souvent observé que quand une planète se lève, elle est particulièrement importante. Et là, en l'occurrence, Neptune se lève. Et ce Neptune, il est carré à la Lune. Alors là, la Lune, la sensibilité, d'abord, elle est brouillée, puisque d'abord, la Lune symbolise la sensibilité. Elle est brouillée par Neptune, donc le psychisme est particulièrement brouillé. Le fait qu'il souffre du dédoublement de personnalité est pas... voilà, je trouve que le Lune carré Neptune va bien dans ce sens-là, dans un contexte mortifère. Enfin, je veux dire, l'équation du meurtrier est particulièrement, me paraît particulièrement bien présente dans ce thème. La Lune est en poisson. Et en plus, la Lune est en poisson. Si tu peux me permettre, Oui. dans l'école de Jeanne Berton, de Oui. l'école supérieure d'astrologie de Paris, on avait cerné, Jeanne Berton avait cerné que la schizoïdie et plus la schizophrénie pouvaient obéir à une équation dans laquelle l'une Neptune qui est dissonante née à Saturne ou dans un cadre saturnien. Voilà, Or, je vois ici un carré Lune-Saturne, Lune-Neptune, oui. puis dans un cadre éminemment saturnien, puisqu'il y a un ascendant Capricorne, Saturne angulaire. et que le Saturne est angulaire. Absolument. Donc, je pense que là, on est tout à fait dans l'équation de la schizophrénie, qui est le propre même du motif du meurtre, puisque c'est un meurtre de schizophrène, et que d'ailleurs, il a été acquitté. Tout à fait. Ou du moins, il a été mis en HP. Je crois qu'il y a ça. Et puis alors, au niveau Oui, de voilà, ce que j'avais tu confondu disais, avec... et l'inverse. au niveau de ce que tu disais, qui est très juste au niveau de cette maison neuve, les idéologies, les aspects supérieurs, je vois qu'il y a quand même deux planètes d'abolition. Alors le Soleil, qui au contraire est un phare idéologique, mais qui est coloré par Saturne, Pluton, c'est donc totalement négatif. Ah oui. C'est comme un coup de faux sur l'idéologie. Et en plus, la morale ou les idées supérieures, Oui. mais en plus un maître de neuf qui n'est autre que Vénus, En et qui se trouve en lui. Donc là, il y a une abolition, en quelque sorte, du pouvoir sublimatif. Enfin, Ouais. à mon avis. Oui, il a un thème particulièrement difficile. Hein, ouais. Après, je crois. Ouais. Voilà. Je ne sais pas, vous avez des remarques par rapport à ce thème? C'est C'était le- Mars 108. Le soleil est maître de 8 aussi. Le Soleil est également maître de 8. Oui, pour en Bah réalité. oui, ouais, conjoint Pluton déjà. Soleil Ouais, Pluton. donc la dimension mortifère, elle frappe les yeux là. Ah, tu as mis la 8 en Lion. Bah, la 8 est en Lion, oui. Moi, ma cuspide est un secret de la Vierge. Ah bon. Ouais, de toute façon, même à ce moment-là, ce serait Mercure. Pourtant, j'utilise la même domification. On regardera ça, ça m'intéresse. Oui, oui, non, c'est... Parce que je l'ai fait sur 2 logiciels C'est Astrolabe. et il me donne. Ouais. Bon, bah, écoute. On lèvera ce mystère après. Mais d'ailleurs, je me demande si on ne pourrait pas dire qu'avec un soleil maître de 8 conjoint Pluton, pas très loin de Saturne, il y a combien? Il n'y a pas de conjonction soleil. Oui, mais Pluton fait le relais. Par hein. Donc, contact, oui. Si on ne peut pas dire qu'il y a une sorte d'idéologie de la mort, enfin, un truc, quelque chose comme ça, quoi. Oui. Oui, et puis il entend des voix. Une idéalisation, en fait. Tu vois, Puis- le côté, oui, puis il entend des voix mystique, aussi. lié à- Oui. Bah, et le fait qu'il entende des voix, à mon avis, c'est plutôt lié à Lune Neptune, ça. Oui, mais le fait, comme je le disais, la 9 est une porte ouverte au monde extérieur, de grands idéaux, Oui, mais l'enseignement, ouais, mais là c'est conscient. La 9 c'est du conscient. Lune Neptune, c'est plutôt, enfin pour moi c'est plus un univers. oui, la tu 9 vois. c'est du conscient, mais Pluton est dedans quand même. Et Pluton c'est l'inconscient. Ah, oui, ouais, peut-être.
Mais enfin, c'est la conjugaison, c'est l'ensemble qui fait que... Il y a des doublements, il y a Lune Neptune, mais il y a aussi l'abondance de 6 lunes. Voilà. La Lune en Poisson, le Neptune en Sagittaire, tout le plein bloc en Sagittaire, et les deux planètes en Vierge. Voilà. Là, il y a des doubles, il y a des Voilà. doubles qui Et sont... puis ce qui va dans ce sens-là aussi, c'est que le Mars, qui est le maître de 3, donc le mental, il est au carré de Jupiter-Uranus. Donc cette configuration Absolument. qui porte le côté transgressif. Voilà. Voilà pour ce thème. Est-ce que voilà, vous n'avez pas d'autres questions par rapport à ce thème? Est-ce qu'il aurait pu s'en sortir? Est-ce qu'il aurait pu ne pas devenir un criminel avec un thème pareil? Bah, tout dépend des mises en situation. Peut-être, je ne sais pas. Difficile de répondre à... Est-ce que non, c'est une question idiote en fait, mais est-ce que... Non, il n'y a pas de question idiote. Est-ce que justement dans le thème on peut voir que l'environnement familial était... Particulièrement, déjà la Lune, hein, au carré de Neptune, il y a une espèce de distance. Enfin, c'est pas... Oui, je pense Une qu'il y a dissolution. une dissolution il y a Vénus qui est... de l'image familiale, oui. Ouais. Et puis éventuellement de l'image de la mère. Et puis, c'est pas mal, il y a quand même un mètre de 4 qui est conjoint à Mars en 8. En huit, Voilà, et puis au carré carré de Jupiter-Uranus. Ouais. Ouais, c'est... La mètre de... ça, c'est quand même Voilà. effectivement, c'est pas très apaisant, Non. qu'on puisse dire. C'est particulièrement difficile. Ça va être de 10. Oui, il y a le quinconce de Soleil-Lune, hein, quand les gens ne sont pas trop évalués, les quinconces, c'est très... Et effectivement, ils pouvaient avoir peut-être le choix, entre guillemets, de ne pas le faire. Et puis, mais enfin, s'il était malade, puisqu'il paraît qu'il était malade, quoi. Il était malade. C'est un criminel qui est... Voilà, donc schizophrène, à la fois schizophrène et puis dédoublement de personnalité. C'est ça, oui. Voilà, marqué un peu par les deux aspects du... Alors, ouais, le Neptune-Lune, peut-être, hein, c'est un peu difficile à vivre avec une lune en poisson. Voilà, et puis un conflit sur la Lune, c'est compliqué aussi. Hein. On veut incarner le rêve dans la réalité, quelque part. Hein. Quand on a un conflit lune-soleil. Et donc ça a eu lieu quand, la décapitation? Alors, j'ai fait une 17 petite décembre. erreur, mais c'est le 17 décembre en effet, parce que j'avais mentionné une autre date, le 29 janvier 2005, mais c'est le 17 décembre 2004 qu'il a commis son meurtre, c'est sûr. 17 décembre, le Soleil était sur Neptune, pratiquement. Voilà. Pratiquement. Et il est toujours en vie, Romain Dupuis? Et Romain Dupuis, toujours en vie, oui. Il est en HP. Ah oui, là, il est... Voilà. Et sa mère n'a eu de cesse que de prévenir, a priori, les psychiatres, mais n'ont pas entendu la voix de la mère. Voilà pour Romain Dupuis. Alors, maintenant, on va... Ce qui est intéressant, moi qui m'intéresse aux parts de fortune et tout, quand l'heure est à peu près juste, là elle a l'air l'ordonnée à peu près juste, la part de fortune qui est au carré exact de Mars-Vénus, à mon avis, ça me semble important parce qu'elle est sur les nœuds lunaires et tout. Et bon, je pense que c'est peut-être ça qui est un indicateur le plus fort de l'aviation, parce que cette part de fortune donc, elle est sur le nœud, donc opposée quelque part à Jupiter, hein, par la proximité des nœuds. Hein. Et au carré, donc, Mars-Vénus ferme une opposition avec la part de fortune. Enfin, moi, je trouve que c'est important, la part de fortune. C'est quand même l'ascendant, la Lune et le Soleil qui sont C'est la fortune ou l'infortune. Hein. Ouais, bah, oui. J'ai un petit... Dis-moi. Une petite remarque que je bien à l'esprit tout de suite. Les tendances paranoïdes, c'est très souvent des conjonctions et des dissonances Jupiter-Uranus en conflit avec le Soleil. Il y a dans la paranoïa, il y a à la fois la mégalomanie de Jupiter, Il faut que le Soleil intervienne. Ouais. Et puis cette intensification. Et là, on a précisément une conjonction Uranus-Jupiter en semi-carré peut-être pas du Soleil. Ah si, on a un semi-carré sur les Jupiter. Il y aurait une interpénétration de deux psychoses, la schizophrénie et... Non, il n'est pas aidé dans ce thème. Il n'est pas aidé du tout. Hein.
Alors, le deuxième cas, c'est Stéphane Moitoiré, donc qui lui s'est illustré plus récemment. Et, bon, vous savez ce qu'il a fait, donc je n'ai pas besoin de... Si, vas-y, rappelle-moi. Moi, je suis nulle pour l'actualité, je ne suis pas. D'accord. Alors, je vais lire un petit peu sa bio. Hein. Ah, Je c'est vais le lire sa... type de la défense, c'est ça? Comment? Ah non, pas du Ah tout. non, bon, alors C'est vas-y, le raconte. petit assassin. Non, c'est l'assassin du petit Valentin. Voilà, il a sévi dans le sud de la France. Et on l'a retrouvé de mémoire dans l'Ardèche. Donc Stéphane Moitoiré, parce que là on a plutôt affaire à un duo, même si Noëlla a été acquittée récemment. Enfin, Oui, ça vient de suffire. au départ, l'affaire, on parle de Stéphane Moitoiré et de Noëlla Ego, dont on avait fait le thème l'année dernière. Donc il fait la rencontre de cette jeune fille, dans un bistrot de l'Oise en 87. Voyante autoproclamée. Elle tire les cartes à Stéphane Moitoiré. De 10 ans son aîné, elle s'est mariée et divorcée une fois avec son compagnon. Elle exerce différents emplois précaires. À la suite de son divorce, elle part en Italie pour changer d'air et devient stripteaseuse. Elle se découvre des dons de voyance. Lui est pâtissier et vit chez sa mère. Leur relation semble fusionnelle. Ils ne se quittent plus dès le jour de leur rencontre. Ils errent dans tout le pays. Lors de leur pérégrination, ils décident de partir un an à Lourdes pour un pèlerinage parce qu'elle croit au miracle, dira-t-elle plus tard. En 90, ils vont jusqu'en Italie pour échapper aux hélicoptères qui veulent les éliminer. Alors bien évidemment, c'était des hélicoptères imaginaires. Hein. Vous voyez dans quel état d'esprit ils étaient. De retour dans le Nord, ils louent une maison pour se purifier, dira-t-elle. Ils sont en proie, a priori, à des invocations mystiques qui s'illustreront par des prières et ablutions. C'est au même moment qu'elle mettra un enfant au monde avec le concours de Stéphane, qu'ils abandonnent à Hadas. Noëlla aurait dit à la sage-femme, c'est l'enfant du diable. Notre vie, c'est tailler la route. Donc quelque part, d'un don de voyance. Plus tard, lors des investigations de la police, elle aurait dit qu'elle voulait garder l'enfant. Voilà, ce qui est complètement incohérent. Lors de leur voyage, ils quémandent le gîte et leur nourriture. Leur comportement, a priori exemplaire, leur permettra de bénéficier de l'attention de cette France rurale qu'ils affectionnent particulièrement. Donc il ne faut pas se fier aux apparences. Puisqu'ils ont quand même attiré la sympathie de gens. Au gré de leur voyage, ils diront qu'ils viennent d'Australie ou de Compostelle, chargés de missions divines. À l'initiative de Stéphane, sa compagne se fait appeler Sa Majesté. Il dira lors de son procès qu'elle est spirituellement élevée et qu'à ce titre, elle se devait de porter un tel titre. En 2006, ils agressent une personne à qui ils avaient demandé de les conduire à Grenoble. Celle-ci, refusant, Stéphane lui dira « Vous vous adressez à une princesse et moi je suis le cousin du roi ». Quelques mois auparavant, il essaie d'enlever un enfant, prétextant que c'était l'élu et qu'il pourrait changer le monde. Échappant à une plainte, ils continuent leur périple. Puis, le 29 juillet 2008, ils sont hébergés dans la cure de Saint-Sorlin. Stéphane, ce jour-là, semble plus agressif qu'à l'accoutumée. Noëlla aurait dit « Il est devenu agressif et désobéissant. Je n'arrivais plus à le contrôler. Pour retrouver l'harmonie, il faut effectuer un retour en arrière, commettre un acte grave, c'est-à-dire un chaos, un bouleversement des temps comme un jugement des temps. » C'est ce qu'elle dit. En langage codé, un retour en arrière signifierait tuer quelqu'un. Stéphane Moitoiré, donc, tuera le petit Valentin. Voilà, d'une manière atroce. Trahi par son ADN, il dit à la gendarmerie n'avoir commis aucun crime, car ce serait un de ces 2,5 milliards de clones qu'il aurait commis. Donc il y a des clones partout. Sur 10 psychiatres qui l'ont étudié. Donc ça, c'est valable aujourd'hui, mais c'était valable aussi il y a 100 ans. Les psychiatres ne sont jamais d'accord. Vous en avez toujours, sur 10 psychiatres, vous en avez toujours la moitié qui ont une version, et l'autre moitié qui ont la version opposée. Sur 10 psychiatres qui l'ont étudié, 4 affirment qu'il est fou et irresponsable. Quant aux 6 autres, ils retiennent la responsabilité pénale, prétextant que son discernement est seulement altéré. Voilà un petit peu le parcours de ce sinistre personnage. Donc je vous invite à prendre possession du thème.
Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce thème? Tout à l'heure, on va partir, comme on le fait à chaque fois, du maître d'ascendant. Donc le maître d'ascendant, il en possède deux, en l'occurrence Neptune et Jupiter. Le premier, Neptune, qui s'identifie à Mars. Voilà, donc ça c'est déjà un point. Et deuxièmement, Jupiter, qui s'identifie à Pluton. Donc il est quand même bien entouré par les forces du Scorpion. Pluton-Uranus. Voilà. Et en plus, on retrouve cette fameuse conjonction Jupiter-Uranus. Intéressant. D'autant plus que cette conjonction Jupiter-Uranus est conjointe à la Lune. Donc sa sensibilité et son psychisme carrément prisonnier de cette conjonction Jupiter-Uranus. Oui, puis dans un amas planétaire, les planètes rapides valorisent les Voilà, et donc c'est Pluton qui est valorisé. Oui, ça valorise Pluton. Qui est la plus lente. Voilà, absolument. Quoi d'autre? On a une conjonction Saturne-Vénus, donc configuration de frustration. Donc il y a une frustration affective. Vénus qui symbolise l'affect, et Saturne qui justement est le contraire finalement de l'affect. Point d'affect avec point d'émotivité avec Saturne. Voilà. Donc son émotivité, elle est quand même bien verrouillée. Il a également le Soleil carré Jupiter. Donc on a toujours ce fameux complexe spectaculaire qui pousse l'individu à vouloir faire quelque chose d'extraordinaire, visible, tant que faire se peut, du plus grand nombre. Voilà. Et puis, alors on n'a pas un carré Soleil-Pluton, mais comme Pluton est pris dans la conjonction avec l'Amas, on va dire que le Soleil agit de la même manière sur Pluton. Donc, voilà. Donc, il est à 1 degré le Soleil? Oui, on a 1 degré, donc il est en relation avec, il est au carré de la Lune, de Uranus et de Jupiter. Et par effet de conjonction, donc Jupiter-Pluton, on va dire que le Soleil rayonne sur l'amas, mais au carré. Donc il y a un complexe spectaculaire, il y a une révolte aussi, hein, Soleil carré Uranus, qui est, et puis une volonté de se distinguer aussi. Hein. Je me distingue quand on a un Soleil carré Uranus. Hein. Voilà, je me distingue de manière extraordinaire, dans le sens jupitérien du terme. Voilà, et pourquoi pas avec violence, puisque Neptune s'identifie à Mars. Mars, le fait d'agir de manière brutale. Voilà. En plus, Mars est dans son signe, est dans un signe de feu. Voilà ce que je peux dire sur... Alors, il a un autre problème aussi, c'est qu'il a un Mercure en maison 3, le mental, qui est opposé à Mars. Et quand on a un Mercure, d'ailleurs quels que soient les thèmes, quand on a un Mercure en conflit avec Mars, en plus là il est dominant, puisque l'aspect est dominant, puisque l'aspect est angulaire, hein, Mercure est angulaire. Ça porte à l'agressivité naturelle, Mercure-Mars. Spontanéité dans la communication. C'est-à-dire on agit, on ne réfléchit pas, on agit avant de réfléchir, donc c'est trop tard. On le trouve très souvent chez les polémistes. Oui. Mais c'est bien relié. Oui, et puis il n'y a pas de relais. Et puis il y a un autre contexte. Là, c'est pas bien relié du tout. Bah oui, et puis son Mercure, il n'est relié que sur une opposition. Il n'est relié qu'avec Mars, par opposition. Donc c'est quand même un gros problème. Voilà ce que on peut dire. Alors en plus, Jupiter qui est maître de la 10, donc Jupiter ça fait référence aussi à la profession, mais c'est aussi ça symbolise aussi la maison 10, c'est la vie sociale, c'est l'action sociale, voilà, Jupiter, maître de la 10, est conjoint à ce Pluton mortifère et carré au Soleil.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est par rapport au côté mystique, bon, effectivement, l'ascendant poisson, Neptune en œuf, Oui, oui, Mars, maître de neuf en œuf, Oui. conjoint au même d'ascendant. oui, Et oui, puis, dans le côté, la déification de la femme, oui, la Lune conjointe à Jupiter-Uranus, il y a bien ce côté majestueux, c'est la femme, et puis absolument. la mise en lumière. La majesté de la femme. Voilà, c'est ça. Absolument. La majesté La de femme initiatrice, enfin, c'est Tout à la femme fait. iranienne en même temps, quoi, Voilà. qui va transgresser. Voilà. Ça fait le deuxième qui a son maître d'ascendant en Scorpion également, hein. Neptune, en Scorpion, comme Romain Dupuis précédemment. Ah oui. Donc maître d'ascendant en signe fixe. Voilà, donc une conjonction Lune-Jupiter, c'est une conjonction de popularité. Hein. Et pour le coup, ça l'a rendu, ça lui a apporté une certaine célébrité, notoriété, on va dire. Tu faisais des rapports avec le surhomme. Oui, également. Et Oui. les Alpes, Jean Berton toujours faisait une équation du complexe du surhomme. Albus Calvo, il prenait comme exemple d'ailleurs Karl Chessman, Oui. le meurtrier qui a fait je ne sais combien d'années de cellules avant d'être passé à la chaise électrique. Et il disait que le complexe du surhomme, c'est un complexe de Prométhée, Mercure, Soleil, Uranus, dans un conflit saturno-uranien. Et ici, on a l'ensemble. On a un Mercure angulaire en plus en Gémeaux. Mhm. On a le côté Uranus-Soleil en quadrature. Et on a un sesquicarré de Saturne à Uranus. Tu vois. Il y a carrément l'équation du surhomme que tu évoquais dans une des possibilités. Absolument. Le sesquicarré, je crois que c'est un peu large. Là. Et je sais pas, moi je Attends, trouve. Uranus est à 29, alors ça fait 14 degrés pour un sesquicaré, Saturne est à... C'est avec Vénus. Hein. Tu parles de Saturne-Uranus? Ouais. Si Saturne-Uranus, c'est plutôt... Ah bah oui, on est à... Non, non, Ah oui. Moi je me Ah oui, ça marqué ferait- par mon ordinateur, mais à C'est 2 c'est degrés plutôt, de- c'est plutôt un sesquicarré Saturne-Pluton, alors. Oui, c'est ça, Saturne Ah, Pluton. peut-être bien. Et c'est Vénus-Uranus et Saturne Peut-être Pluton. bien, peut-être bien. Oui, C'est oui, non, moi je qui ai t'assure, qui moi la vue Parce basse. que- non, non, mais je t'assure, avec ces degrés, c'est pas possible. D'ailleurs, je vais faire, puisqu'on parle de Saturne-Pluton, je vais faire une digression et je vais revenir sur Dupuis, parce que ça m'avait marqué ce rapport Saturne-Pluton. C'est une configuration qui est particulièrement difficile, parce que Pluton, c'est ce qui est... c'est un référentiel fixe, et qui s'associe avec une planète qui bouleverse tous les référentiels possibles. Ouais, ouais. Donc ça peut engendrer une dynamique destructrice dans l'esprit de Pluton. Voilà. Et comme il a en plus Pluton dans le signe de la Balance, ces fameux, le signe des équilibres, hein, l'axe bélier-balance, et sachant que le maître d'ascendant c'est Saturne, associé à Pluton en Balance, ça peut provoquer un déséquilibre. Voilà. Saturne-Pluton est extrêmement difficile. Donc c'est intéressant de voir effectivement qu'il a aussi, lui, un sesquicarré Saturne-Pluton, qui va dans le sens d'un déséquilibre. C'est très dur, ça. C'est très difficile. Voilà, voilà, c'est difficile. D'ailleurs, toute la génération qui sont nés de 65, 66, voilà. Ah, ce qui est important chez Moitrel, en plus l'opposition de Neptune-Mars à Mercure, et Mercure renvoie à tout ce qu'il y a dans la Vierge, quoi, toutes les planètes Voilà. en Vierge. Et comme par hasard, lui aussi a sa part de fortune à 1 degré opposé à Mars et tout ça. D'accord, pareil. Donc qui valorise ce Mercure. Alors je me suis demandé, moi, le fait qu'il tue le petit Valentin, là, comme c'est dans la maison 3, est-ce que c'était appelé à s'occuper, à tuer des enfants, enfin des petits jeunes, des trucs de ce genre-là, comme c'est en Gémeaux et en 3. Oui, tout à fait. Tiens, j'observe, puisque j'observe une chose, c'est que sur le thème de Romain, Oui, le nœud sud est associé à Jupiter-Uranus, ouais.
Et on a la même chose pour Moitoiré. Pareil, oui. Les deux, Ah ouais. Voilà. ils viennent avec ce C'est bon. côté-là. très- Après, je n'en fais pas, je fais pas d'interprétation de ça, mais c'est simplement que ça me frappe. Hein, de Bon, voir, mais, à mon avis, chez moi, il y avait un élément de perversion, on avait chez moi très beaucoup plus fort que chez Dupuis. Dupuis était malade, je crois. Hein. Ah, il était. Alors que oui. Moitray était quelqu'un de pervers, quoi. Je pense. Il y en a aussi. Oui. Il y a un élément de perversion, il me semble. De toute façon, en tout état de cause, tous les deux avaient leur maître d'ascendant associé à Pluton. Donc déjà, c'est intéressant. D'accord. Maître d'ascendant signe fixe, dans le même signe que le signe du Scorpion. Une relation conflictuelle Saturne-Pluton. Et puis ce fameux Soleil en lien avec Jupiter qu'on retrouve pratiquement tout le temps dans chaque thème. Voilà, et puis tout ça pris dans ce Soleil au carré de Pluton, de tout là-bas, carré Jupiter. Mercure est important dans ce thème également. Alors il est à double titre parce qu'il est angulaire, mais parce qu'il est maître de tout là-bas, en Vierge. Donc ça focalise quand même l'attention, on doit se focaliser notre attention sur ce fameux Mercure, qui est en 3 en plus, dans le signe des Gémeaux. Donc le mental est vraiment concerné par ce Mercure, dans ce thème. Voilà ce que je peux en dire. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur... Ça vous parle, j'imagine? Pour ceux qui travaillent sur les nœuds, Mercure est aussi le régent karmique, donc ça lui donne un poids particulier en plus. Voilà. Donc j'ai jamais trop travaillé les nœuds, mais c'est quelque chose à explorer, enfin en ce qui me concerne pour moi. Alors ensuite, on va passer à Patrice Allègre. Alors, je me focalise sur Patrice Allègre, et je ne vais pas resituer l'affaire dans son contexte général, politique. Voilà, je me focalise sur l'individu. Alors, à la fête Saint-Michel en 85, donc ça, on parle de Patrice Allègre. À l'âge de 17 ans, Patrice Allègre essaye d'étrangler une gamine. Donc il a commencé tôt. En rupture de ban, il n'habite plus chez ses parents à Saint-Geniès-Bellevue, un bourg à 10 km de Toulouse, depuis l'âge de 13 ans. Agité et désobéissant à l'école, le fils Allègre ne supportait plus les coups de son père, CRS, donc CRS le père, les coups de son père sur sa mère, qui multipliaient les liaisons sous ses yeux. Donc le gamin, il a tout vu. La brutalité, les ébats amoureux de sa mère avec ses amants, etc. Casse-cou et bagarreur. Il sèche l'école, fugue et vole, et se retrouve à Toulouse chez sa grand-mère, qui lui passe tout. Son père, aussi censé incarner la loi, qui efface ses délits à répétition en indemnisant les victimes. Avant de finir par appeler un juge des enfants, trop tard. À 15 ans, placé au foyer de Vigan, Allègre multiplie fugues, bagarres et agressions. À 17 ans, vol de scooter, cambriolage, et donc l'agression d'un flirt. En 89, il a 21 ans. Il commet son premier meurtre officiel. Pourtant, Patrice Allègre en rencontrait l'âme sœur. Habite avec Cécile, et puis je n'ai pas eu le nom, le nom n'apparaît pas dans la biographie, secrétaire à Saint-Génièse. Il a voulu devenir père. Elle attend un enfant, Anaïs pour l'été. Patrice travaille alors chez un marchand de légumes. Pourtant, le 21 février 89, Valérie Tariotte, 21 ans, serveuse du buffet de la gare de Matavio, a été retrouvée mains liées, bâillonnée, dénudée, la culotte déchirée, un foulard au fond de sa gorge et une casserole de sang sous sa tête. Donc, vous voyez la mise en scène, hein, c'est morbide mais c'est théâtral. Ce meurtre, classé suicide par la police urbaine de Toulouse, a été donné aux gendarmes un jour de confidence par Patrice Allègre, 8 ans plus tard. De la même manière, le tueur a aiguillé les enquêteurs en 1999 sur un meurtre non élucidé en désignant du doigt l'hôtel de l'Europe. Là, dit-il, il s'est passé quelque chose. C'est ainsi que les gendarmes ont travaillé sur la mort en 92 de Lynn Galbardi,
dénicher ses ex-compagnes de trottoir et cerner le rôle du tueur dans le quartier chaud aux abords de la gare. À la fois rabatteur de paumées et de fugueuses et homme de main d'un proxénète, Patrice Allègre essayait les nouvelles recrues, corriger les récalcitrantes et supprimer même des prostituées et travestis. Lynn Garibaldi, pour l'avoir balancé à la police, Claude Martinez, pour avoir gardé des films compromettants, et ceux dénoncent aujourd'hui Patrice Allègre pour le compte de personnalités qui puisaient dans son cheptel pour des soirées sadomaso. Le voilà alors tueur à gages dans les milieux glauques. En 2001, les gendarmes retrouvent la signature d'Allègre sur les lieux du crime d'une autre masseuse érotique, Josette Poirot, alias Linda, poignardée et brûlée à 42 ans dans son studio à Toulouse, la même année 1992. Et plus loin dans le temps, le 4 décembre 1987, dans le meurtre de Josette Lebois, une prostituée spécialisée en sadomaso, étranglée et calcinée dans son studio. Patrice Allègre a été mis en examen en mai 2002 pour le meurtre de cette dernière, alors âgée de 60 ans. Allègre n'avait que 19 ans. A-t-il basculé dans le crime en 87, année du divorce de ses parents, ou en 85 à 17 ans? On ne sait pas trop. Les gendarmes redoutent que Patrice Allègre, consommateur de prostituées filles et garçons dès 17 ans, n'ait débuté sa carrière de tueur à la même époque. Avec Garibaldi, dans ces lieux de prostitution, avec leurs vices, leurs hommes de main et leurs chairs fraîches, fréquentés par Allègre, qui selon Madame Catala, Monsieur Catala, avocat de la famille Garibaldi et de la témoin Fanny, a déjà 21 ans, la gueule, la violence et la pulsion sadique. Des connexions ont pu se nouer avec des hommes haut placés qui ont l'argent et aiment le cul de façon spéciale, peut-être même morbide et criminelle. Donc j'ai repris une biographie. Voilà. Donc vous voyez un petit peu dans quel contexte le personnage a évolué et dans quel contexte il a commis ses méfaits. Alors, son thème, vous allez le voir. Il est assez hallucinant. Voilà. Hein. Donc vous voyez qu'on retrouve quand même pas mal de choses. Hein. Donc on retrouve, alors là, il est centré sur lui. Hein. C'est moi. Hein. Et en plus, il est tellement centré sur lui, en plus il a Jupiter fait un sextile à tout cet amas en 1. Donc c'est encore plus moi. C'est moi, regardez comment je... Donc voilà, d'autant plus qu'il a... Alors il a en plus une conjonction Soleil-Vénus avec Mars, donc c'est quelqu'un de passionné, ce devait être un séducteur également. De toute façon, comme je vous le dis souvent, pour attraper ses proies, il faut les séduire. C'est la raison pour laquelle, très souvent, on retrouve des Vénus et des Mars valorisés dans les thèmes. Des criminels, des meurtriers. Plutôt le sadomaso, Voilà. son maître d'ascendant qui s'identifie à Vénus, Soleil, Voilà. Mars. Hein, et plus carré Pluton, le côté sadomaso, Et ben voilà. ça pouvait être Et on a ce fameux carré, Soleil, plus sado que maso. Salaud, voilà. J'ai fait une contraction, mais ça peut s'attribuer au personnage. À la limite. Donc Soleil carré, Pluton, Uranus. Donc c'est aussi, il y a une révolte, il y a une angoisse de la mort aussi, puisque Pluton est carré au Soleil, en plus positionné sur l'ascendant. Soleil Mars au carré de Pluton Uranus, ça porte à l'agressivité. Hein. Une agressivité qui est alimentée par des pulsions plutoniennes, intensifiées par Uranus, puisque Uranus intensifie les planètes qu'elle touche. Voilà. Donc il y a une puissance dans ce thème particulièrement importante. Et destructrice également. Ce qui est aussi destructeur, c'est qu'il a Saturne qui est maître de 8, qui s'associe avec la Lune. Donc il a une sensibilité morbide. Voilà. Et d'autant plus morbide que donc Lune-Saturne, c'est déjà difficile. C'est Hein. un côté quand même sec. Oui, déjà, mais en plus Saturne est en chute.
Et quand une planète est en chute, elle n'exprime pas le meilleur d'elle-même. Et donc le maître de 8 est sur la part de fortune. Et en plus, le maître de 8 est sur la part de fortune, Jean-Claude. Voilà. J'espérais avoir un carré avec Mars, mais là c'est un sextile, mais c'est pas grave. D'ailleurs, il a l'axe des nœuds positionné sur cette conjonction Lune-Saturne, qui est assez importante dans le thème, parce que même si elle n'est pas angulaire, et que le maître de l'ascendant n'en fait pas partie, il n'en reste pas moins que ce sont les deux planètes les plus élevées du thème. Voilà. Donc ça se trouve, il a peut-être même, enfin, je sais pas, l'heure de 5 heures, bon c'est en 68, on peut penser que s'il avait eu l'ascendant Cancer, à mon avis, ça aurait été un peu plus marquant peut-être. Les problèmes avec l'image maternelle, bah, déjà avant ça suffit, Lune, Saturne, etc. Oui, mais tu vois, le signe est quand même intercepté dans la 1, oui, bien sûr. donc la Lune est quand même partie prenante de la maison 1, Ouais, tout à fait. également. Et c'est-à-dire qu'on aurait eu du coup un soleil en 12, j'aurais pas mal connu aussi. Ouais. Ça fait un peu orphelin, la Lune Saturne. Bon, Oui, c'est complètement orphelin. Les problèmes D'ailleurs, Elle s'est occupée de lui ou elle est ah bah morte. oui, vous avez vu les relations qu'il avait, Oui. c'était extrêmement difficile. Donc sa maman se faisait cogner par son mari, lui il se faisait cogner également, et puis il participait, enfin en tant que spectateur, aux ébats de sa mère. Le Donc problème avec le père, on le voit bien. l'environnement est quand même... Soleil, Mars, carré, Pluton. Problème Voilà. avec l'image paternelle d'un Voilà. côté, Saturne, Lune de l'autre côté. Bon, ça n'a peut-être pas trop marqué quand même. Voilà, donc l'environnement, l'individu en interaction avec son environnement est toujours très important. Mais parfois, le fait de soigner le contexte et l'environnement d'une personne ne suffit pas à le soigner. Et là, je crois que justement, le petit iode là qu'il peut y avoir montre bien qu'il peut être très négatif. Hein, parce que les deux planètes, d'une part, donc Neptune est carré à Jupiter d'autre part, de l'autre côté, il y a le carré à Pluton, etc. Voilà. Iode. Et donc, ça montre bien, quand on lit le bouquin de Thelma, c'est vrai que le iode, enfin, les quinconces peuvent être très, très vécus de façon très difficile et très. C'est pas toujours. On dit que c'est le doigt de Dieu, mais pas forcément dans le meilleur sens du terme. Hein. Voilà. Ça peut être dans le sens noble comme dans le sens... Voilà. hein. Lui, il a mal vécu. Voilà. Alors, je faisais référence tout à l'heure à la maison 10. Uranus, maître de la 10, est conjoint à Pluton aussi, également. Vous voyez, on retrouve... Ah oui. Et le maître de la 10 est toujours très important dans un thème, puisque il gère la vie sociale de Oui, l'individu. puis c'est le fatum. Oui, C'est c'est le le destin. fatum, c'est le destin. C'est le destin. Donc le maître de la 10 est particulièrement important. Il y a un truc intéressant aussi, c'est que Saturne qui est maître de 8, Oui, eh ben, il touche toutes les planètes du thème. oui aussi, oui. C'est fou ça quand même. Oui, également, oui. Oui, par quinconce, par sextile, trigone, oui, oui, absolument. Et puis il est tout en haut, Ouais. ce qui à mon avis, donne... Bon, il avait été condamné à la perpétuité, puis oui. On ne lui avait pas trouvé, compte tenu de son enfance et tout, quelques circonstances un peu atténuantes. Je sais pas. C'est pas une raison non plus. Hein. Non, Mais je là, sais pas. il a quand même accumulé un certain nombre de méfaits. Ah, mais d'accord, hein, mais. Ouais. Non, mais on peut toujours comprendre, mais après il y a le problème de danger. Bien sûr, non, mais quand qu'il ait été en prison, c'est normal, mais Ouais. on aurait pu lui dire, bon, 20 ans de prison. Ou... Oui, mais au bout de 20 ans, on en fait quoi? C'est un type comme ça dans la nature, moi j'aurais peur. Hein, de Non, non, croiser. Moi aussi, hein, je te rassure. Mais, je sais pas, bon, c'est vrai, hein, mais bon, je me dirais qu'il peut y avoir un problème, enfin, un renversement de situation avec cet Uranus, on ne sait jamais aussi comment ça se comporte. Hein. Ouais, mais alors là, c'est un sacré pari. Hein. Bon. Des questions par rapport à ce thème ou des remarques particulières à faire si vous souhaitez en plus ce que vous avez dit? Alors, le sublimé, là. Comment? Ah ben le sublimé, alors on y arrive. Le fameux Charles Dubost. Ah oui, il est très intéressant ce thème également.
Oui, c'est un chirurgien du cœur. Hein. Oui, C'est un spécialiste du cœur. Et Oui. Le cœur, c'est le soleil. En Voilà. astrologie, il est piqué à l'ascendant. Alors, lui, donc Charles Dubost est un pionnier de la chirurgie du cœur et des vaisseaux. Voilà, il est décédé d'un cancer, pour la petite histoire. En mai 68, il avait réussi la première transplantation cardiaque en Europe, sur un religieux, le père Boulogne. Oui. Ah oui. Mais ces quelques 15 000 opérations à cœur ouvert qu'il aura menées, donc c'est énorme hein, dans une carrière, ou supervisées depuis la première intervention européenne de ce type, avec un système de déviation de la circulation sanguine en 1955 à son hôpital Broussais. Né le 1er octobre 1914 à Saint-Gaultier, donc dans l'Aisne, comme je le disais tout à l'heure, dans une famille de pharmaciens, il avait, après ses études littéraires au lycée Montaigne et Henri IV et la faculté de médecine de Paris, gravi tous les échelons de la carrière médicale. Il fut en 1951 le premier chirurgien du monde à opérer avec succès un anévrisme de l'aorte abdominale, le mal qui allait tuer le général de Gaulle. Il tenta également le premier une désobstruction de l'orifice des artères coronaires en 59 et en 71. Il proposa un traitement radical de l'endocardite fibreuse. Charles Dubost avait créé dans les années 50 avec le professeur François de Godard d'Allen le premier centre européen de chirurgie cardiaque, aujourd'hui mondialement connu sous le nom de clinique René le Riche à l'hôpital Broussais. Il était également membre d'honneur de l'Association américaine de chirurgie, inventeur d'un dilatateur valvulaire qui porte son nom. Voilà. Il était retraité depuis 1982 et il est décédé en 1991. Voilà pour ce personnage illustre en médecine. Alors, lui aussi, il a plusieurs choses. Donc déjà, il a le soleil à l'ascendant, dans un signe de la balance. Donc c'est une ouverture vers les autres, puisque c'est le 7e signe. Il y a plein de choses en 5, il y a le côté créatif là, Oui. qui montre bien que Voilà. tu fais quelque chose quoi, Voilà. plutôt que de faire... Voilà. Et il a le maître d'ascendant, donc, tiens, également dans le signe du Scorpio. C'est bien, hein, ça prend le trajet, on pourrait se dire, tiens, c'est peut-être un meurtrier. Hop. Mais il a trigone à Neptune. Mais il a... Quel collectif. Voilà, donc il est en lien avec le collectif d'une manière non problématique. Hein, avec ce Neptune, voilà. Puisqu'il caractérise quand même également, c'est qu'il a un Mercure qui est conjoint à Mars. Donc, dans l'action, il y a une réflexion qui est menée. Voilà. En plus, conjonction, donc ça donne aussi de la précision. Mercure-Mars, ça donne de la rapidité d'exécution. Ouais. Oui. On pourrait dire une construction réfléchie Oui. dans le temps, structurée avec Saturne Oui. et de rénovation Voilà. avec Pluton. Voilà, parce qu'effectivement, il est bien relié à cette conjonction Oui. Saturne-Pluton qui était problématique pour Romain Dupuis tout à l'heure, parce qu'il avait le Soleil qui était associé, en plus au semi-carré de Jupiter. Bah, lui aussi, hein, il y a le soleil. Voilà, mais il a quand même un échappatoire, et puis il a joué sur cet échappatoire, peut-être parce que s'il n'avait pas, enfin, si les conditions n'étaient pas réunies, peut-être qu'il aurait agi tout autrement, mais là en l'occurrence il avait des issues et il les a empruntées. Hein. Ce qui me semble important, mais il ne faut pas couper ce qu'on va lire, c'est Voilà. que le maître de 10, Alors, le maître de 10, dans le signe sauveur des poissons, voilà, et ça, et en maison 5 le cœur. la Hein. maison 5, ouais. Mais ce que je voulais faire apparaître, c'était qu'il avait également cette conjonction Jupiter-Uranus, cette conjonction transgressive. Mais c'est une transgression qui est bien reliée à son soleil à l'ascendant. Et le chirurgien use de transgression, puisque
il s'en prend à l'intégrité physique d'une personne. Même si c'est pour son bien, il n'en reste pas moins que... Voilà. Et dans l'histoire donc de la chirurgie, il faut savoir que vers le XIIe siècle, la chirurgie était interdite par l'Église. Oui. Tu sais, moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est l'histoire de Bichat. Voilà. Je crois que c'est Xavier Bichat, je ne suis pas sûr. Un des plus grands chirurgiens qui œuvrait sous la Révolution. Sous la Révolution, il y avait toujours l'interdit religieux. On n'avait pas le droit de disséquer. Voilà. Et ce que faisait Bichat, il soudoyait le bourreau et il se faisait livrer des charrettes entières pendant la Révolution de suppliciés qu'on lui livrait fumantes encore et qui disséquait dans sa cave. Tu vois un peu le côté mortifère et horrible de ces cadavres de suppliciés qui arrivaient par charrette dans une cave et qui pratiquaient la dissection qui était interdite à des fins sublimatives. Voilà. Hein, comme c'est stupéfiant. Alors il y avait deux types de chirurgiens à l'époque ancienne. Il y avait la chirurgie qui était réalisée par les barbiers, voilà, et qui intervenait. D'ailleurs, il y a un film qui est, enfin, je ne vais pas dire sublime parce que ça traite d'un sujet quand même qui est morbide, mais un film avec Johnny Depp, un film extraordinaire, et il joue le rôle d'un barbier, mais qui en fait est un barbier donc. Un barbier tueur. Tu l'as vu, Jean-Claude? Oui, je n'ai pas vu, je me souviens plus du film, effectivement. Le cas de Comment? Johnny Depp. Tu l'as vu? C'est Johnny Depp. Oui, c'est Johnny Depp. Oui, moi je dis du Johnny Johnny Depp. Depp. Oui, c'est DEPP, oui. Oui. Après, on peut... Voilà. Donc il y avait deux types de chirurgie. Il y avait la chirurgie pour les nobles, et puis il y avait la chirurgie pour le peuple. pour le peuple. Voilà. Ce qui est bien, lui, il a son maître d'ascendant, donc Vénus, qui est aussi maître de la maison 8. Hein. Voilà. Il y a l'opposition Lune Noire, Mars dans l'axe 8 qui referme un cerf-volant là, avec Pluton, Saturne, Vénus, Mars, Ouais. Lune, etc., la part de la fortune et tout ça. Voilà. Donc, Donc, oui. Petit détail que je vois à l'instant, ce qui m'intéresse bien, c'est le maître de 6. Oui, la Le profession. fameux Jupiter, hein, Oui. qui est précisément sur la pointe de 5, là, Oui. et le maître de 12, Oui. qui est quand même la maladie, hein, qui est conjoint à Mars le bistouri. Voilà. Et il a aussi Neptune, qui est le maître de la 6, En maison 10. qui est alors un en maison 10, mais il est dans le signe du lion, Du lion, le cœur. Ouais, tout à fait. et puis le soleil, Il y a un effet de répétition qui concourt au fait que voilà, le cœur, c'était quelque chose, et en plus Le soleil en soleil. 1, dans le soleil Voilà. en 1, voilà. c'est le cœur. 14. voilà, il est focalisé sur l'élément cardiaque. C'est l'élément principal. Et puis alors, 3 planètes, enfin, au moins il y en a une en maison 5, mais enfin les 2 autres sont sur la cuspide, donc on peut considérer qu'elles ont une action par effet de conjonction avec la Lune, en plus, elles ont une action sur la 5. Donc le côté, alors, le seul, enfin, un des points qui est quand même compliqué chez lui, c'est ce carré Soleil Pluton-Saturne, parce que elle est majeure cette configuration puisqu'elle est angulaire. Donc certainement que ça a dû nourrir chez lui une angoisse particulière, quelque part un sentiment, une peur de la mort, et le fait d'agir dans le sens de je vais prolonger la vie, sans doute que ça a participé
à améliorer son sentiment Oui. de bien-être et de Ça lui sécurité. permettait de lutter contre ses angoisses. C'est ça. Ouais. Et ça l'a peut-être Il a compensé en fait. Oui. Donc il a sublimé Ça quelque l'a part. Il voulait peut-être faire Voilà. mieux que son père. Hein. Son père était que pharmacien. Pharmacien, oui. Et puis lui, médecin, chirurgien, hein, c'est parce qu'il y a le problème avec l'affrontement de l'image paternelle qu'on veut peut-être dépasser ou qu'on veut supprimer ou qu'on veut vraiment plaire à son père, quoi. Je sais pas, c'est peut-être là. Tout à fait. Il manquait un peu de confiance peut-être en lui, etc. Et tout ce qu'il faisait allait dans le sens De renforcer la confiance en lui-même. Voilà, ouais. Voilà. Avec ce Lui, il a pu compenser et dépasser sa problématique Ça l'a peut-être initiale. orienté aussi vers la cardiologie et le cœur, car le cœur, c'est bien la pompe à vie, Oui, hein, dans cette lutte pour la vie. Hein. absolument. C'est la pompe à vie, le cœur. Hein. Voilà. Donc la bonne relation Soleil, Jupiter, Uranus. Là, voilà. Et puis il s'est singularisé également. Donc il a quand même un Soleil trigone Jupiter. Donc on a quand même envie de faire des choses extraordinaires. Hein. Ça a été le cas. Et puis extraordinaire, c'est aussi dans le sens d'Uranus. Hein. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est bien dans le sens d'Uranus. Et qui est novateur hein, dans tout ce qu'il a fait. Et qui est novateur en plus. Donc c'est uranien. La relation, si on n'a pas Uranus angulaire, là en l'occurrence il ne l'a pas, il n'en reste pas moins que Uranus agit sur le Soleil qui lui est angulaire. Donc il a... Et puis alors quelle belle lune. Et puis il a la lune qui est prise là-dedans. Du ciel, maître Voilà. du- Oui, absolument. Humanitaire en poisson et parfaitement Ouais, mais triangulé. Hein. ce qui est marrant, c'est que, enfin, je sais pas si, est-ce que vous auriez été capable, en regardant ce thème sans rien savoir, de conclure que ça aurait été un chirurgien? C'est pas évident. Non, mais la frontière elle est mince. Non, mais je parle même pas du choix entre un chirurgien ou un meurtrier, mais je veux dire, on a une double balance avec un milieu du ciel en cancer, le mètre de 10 en poisson en 5. On pense pas tout de suite à la médecine et à la chirurgie, non? Mais un mètre de 610, oui. Oui, Un voilà. mètre de 610, Voilà, oui. c'est effectivement Le Mars en scorpion, Et un mètre le Mars en de scorpion. 12 conjoint à Mars, l'identification de cette maison médicale Mètre sur la d'ascendant Mars de de Lilith. l'histoire. Mars en scorpion, Et en scorpion qui va avec Mercure. fouiller hein, dans les Donc il y a entrailles. le soleil qui est trigone à Jupiter qui est mètre de 6 aussi. Ouais. Enfin, je veux dire, il faut vraiment fouiller Pas- quand même. Hein. Oui, mais avec, Ouais, ça saute on peut pas penser que c'est quelqu'un qui avait une grande habilité, Manuel Eclot avec Mercure-Mars, hein, en conjonction, comme ça, bien, dans une trigonocratie très, très, très belle, avec Jupiter, Mars, etc. Donc il y avait quelqu'un qui avait une grande habilité, alors que de là, en déduire que s'il fait de la médecine, qu'il choisisse la chirurgie, hein, ça paraît assez logique. Hein, à mon avis. Oui, mais c'est Ce le Mars en côté médecine, scorpion. c'est l'orientation médicale que je trouve. Puis le fait qu'il veuille... Bah, agir le mettre de la sur- 10 en poisson déjà, ça donne une indication. Oui, mais en 5. Ouais, Le mais bon. poisson, c'est Ouais. quand même. Le poisson, c'est quand même représenté dans le zodiaque par un poisson qui monte Et un qui- Et et un un qui qui descend. descend. Les deux poissons sont reliés par un fil invisible. Mhm. Donc il y a quand même cette notion de sortir le poisson qui est en souffrance de maladie morale et de le remonter, de le faire revivre, de le tirer vers le haut. C'est, Oui, il y a le côté c'est- aide. il y a le côté aide, hein. quoi. Oui, le côté aide, oui. Et là, sur le plan physique, hein, peut-être. Moi, je pense, hein, si on avait dit, sans le connaître, on s'est dit, bon, c'est un médecin, qu'est-ce qu'il peut être? Moi, j'aurais pensé tout de suite à la chirurgie. Ah oui. Parce qu'à cause Oui, de mais si on ne sait ce pas Mars qu'il est en... médecin, si on ne sait pas qu'il est médecin, Ouais, est-ce qu'on peut le deviner? C'est ça. pour dire que c'était un médecin, c'était difficile. Ouais, c'est pas évident. Non, puis il aurait pu son Non, thème mais autrement. pour moi, Ah bah, ça pose une vraie question parce que quand Pour faire il y la a des gens qui viennent pour des orientations Vous professionnelles. disiez que Mais le côté médecin, ils opèrent, mais en fait, le côté médecin, c'est peut-être il pas s'est un dit pendant 6. un temps qu'il ne faut pas aller voir un chirurgien parce que systématiquement, systématiquement, il va opérer. La lune Oui. en poisson, un côté un peu Donc, universel. il Le y côté a un peu service de avec le poisson. similitude quelque part. Bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que Oui, non, mais voilà. j'ai fait une comparaison de thèmes. Le chirurgien, on ne faut Ouais, vraiment pas les voir, sinon Chiron on nous étant opère, il y a six. pas, on va le voir que pour C'est un ça. côté un Lui, il y a peu- que ça qui Un l'intéresse. côté c'est Ouais, la c'est la- théorie. oui, avec absolument. les soins, les choses comme C'est, ça. Si on admet Chiron comme étant un représentant
éventuelles. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, des mais soins, de ça soins, s'est dit, etc. ça. Oui, oui, mais c'est possible. Hein. Il y a des Il y en a chirurgiens quand même qui qui sont disent obsédés maintenant- par ce qu'ils font. Donc, Oui, oui, voilà, c'est voilà, ça. il y a tous les profils parmi De les pas aller voir chirurgiens. Il y un a pas- chirurgien parce que systématiquement, il Tout à fait. prend son scalpel. Voilà. En tout cas, le côté transgressif, il est bien marqué dans son thème. Hein. Jupiter-Uranus, mais bien relié à son Soleil. Donc il y a quand même une volonté d'aller dans ce sens-là. Non, celui sur lequel on pouvait avoir un doute, c'est sur Patrice Allègre, hein, parce qu'il y a un thème qui pouvait être, Dépassé, oui, sublimé. Oui. je pense, Mais après, Parce qu'il a quand même un peu de il y a chance des- là, sinon il parce pourrait se qu'il y a faire quand même une harmonie quelque part. oui, mais il y a quand même une différence entre le maître de 10 de Patrice Allègre et celui de Charles Dubost. C'est qu'il y en a un qui a son Uranus, le maître de 10 et qui est conjoint à Pluton et au Oui, carré oui, de oui, tout oui. la main en un. Donc, quand même, le destin joue contre lui quelque part. Hein. C'est ça que ça veut dire. Puisque mettre de 10 au carré des planètes en 1. Donc, le destin joue contre lui, hein, mot à mot. Non, mais Alors que lui, il a une superbe lune, maître de 10, au trigone de Mercure-Mars. Donc, la popularité. et puis, le en plus au trigone de Saturne-Pluton. ouais, non, mais ça me plairait bien si un jour on apprenait que Patrice Allègre était né 1 heure plus tard. Oui, est-ce que l'heure est juste? Ah ben, j'ai un certificat de naissance, Voilà. mais ça ne prouve pas, hein, mais Voilà. j'ai le certificat de Est-ce naissance. que vous avez des questions par rapport à tout ce qui s'est dit? Ah non, c'est Des super. remarques à faire? C'est Voilà. très clair, c'est très... Je vous signale que dans mes petites informations, voilà, je viens de sortir en tout premier le thème du tueur parisien, enfin du tireur parisien. Là, Oui, qui- on l'a fait j'ai jeudi. envoyé à mes abonnés. Voilà. Ouais, ouais. C'est encore un casse. Hein. Je sais pas, tu nous en parles demain? Je crois qu'on l'a fait. On l'a déjà fait. On l'a fait, ouais. On l'a fait la semaine dernière. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, eh ben, je clôture. Donc ça m'a paru extrêmement clair. Ah oui. Merci, Quand même, on voit bien, dans le Merci. thème de Romain Dupuis, quand il y a des amas planétaires et tout, c'est quand même très difficile à vivre, hein, souvent. Hein, Les amas, oui. Ouais, Ça fait beaucoup d'énergie qui ouais, sont... parce qu'on voit que les énergies circulent mal et tout. Si la personne n'est pas capable elle-même, n'est pas suffisamment évoluée pour jouer le jeu, hein, Ouais, puis au carré Pluton-Uranus, ça fait quand même des choses. Hein. pareil, hein, Stéphane À la Moitterel, limite, ils sont on pas voit bien que les responsables énergies circulent mal quelque part. de ce qu'ils font. Bah, disons que Il y a des forces. on est tous placés face à des choix, mais on va dire qu'il y a des gens pour qui les choix sont difficiles. Mais Pour peut-être d'autres. aussi que, étant donné que c'est quand même beaucoup les relations des personnels avec les configurations collectives, style Saturne, Pluton, peut-être on peut dire aussi que ce sont des gens qui sont des émanations des tensions collectives du Oui. moment, tu vois, qui vont créer. Ils sont en phase. Ils sont en Ils sont phase synchronisés, avec, en fait. avec les crises de leur époque et, Voilà. et ils les représentent en fait. Absolument. Ouais, des personnels. Ouais, ouais. Consolation moyenne. Pourquoi? Non, je veux dire pour eux, je veux bien leur Ah bah oui. place. Oui, ça les déresponsabilise un petit peu, mais ça les rend pas moins dangereux pour autant. Hein. Ah Le non, fait non, de, non, comme tu dis, de comprendre, c'est une chose. Après, c'est pas parce qu'on Mais vous n'avez comprend. pas étudié la question des moments où ils ont commis leur acte. Ah, C'est Sur le vrai, ça. problème, on bute toujours là-dessus, c'est qu'en fin de compte, on fait des études sans situer alors, la période. je me remémore quand même une des dernières conférences que j'ai faites l'année dernière, où j'avais fait sur l'ensemble des thèmes plusieurs transits. Oui, Voilà. Là, je ne l'ai pas fait parce C'est le que temps qui par manque manque. de temps. c'est le temps qui Ah bah, c'est sûr que de toute façon. Voilà, après, C'est là qu'on voit l'astrologie, c'est quand même au niveau Oui, de c'est là, on voit. C'est formidable l'astrologie. on c'est le vrai, voit c'est dans exceptionnel. l'interprétation des thèmes, Ah bah, c'est le et potentiel, puis quand même. on le voit aussi dans les transits, oui. Oui, Les deux. Ouais. Et puis éventuellement dans les révolutions solaires aussi. parce que c'est pas tellement. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Bravo un Stéphane. moment particulier quand même. Bravo Stéphane. Comme disait, je sais plus qui, Bouchon et d'autres gens,